Et on est toujours avec Jean-François Bay en plateau, bien sûr, directeur général de Morningstar. Jean-François, si on reprend un petit peu le raisonnement, donc le marché obligataire qui souffre, avec l'idée qu'on va avoir un policy mix, comme vous dites, des mesures notamment de stimulation fiscale et de stimulation de dépenses d'infrastructures un peu plus importantes côté américain. Juste revenir quand même sur l'élection, qui reste malgré tout une surprise, même si on a quelques jours maintenant pour digérer la nouvelle. Mais voilà, on avait ce risque financier, donc l'époque de la crise financière, Lehman Brothers, qui est devenu ensuite un risque économique, et on le voit plusieurs années après, près de 10 ans après, qui est en train de devenir un risque politique. Oui, c'est ça. Je pense que on a beaucoup parlé des experts et le fait que les experts s'étaient trumpés, comme on dit, avec un jeu de mots. Les experts politiques, surtout les sondages, mais les économistes et les intervenants sur BFM avaient rappelé plusieurs fois, on en avait parlé ensemble, que après une crise comme Lehman Brothers, une crise majeure qui ressemble un petit peu à la crise de 1929, on a forcément une crise bancaire financière qui se transforme en crise économique, donc hausse du taux de chômage. On se souvient que le taux de chômage était à 25% en Espagne il n'y a pas si longtemps. En France, on a un taux de chômage chez les jeunes qui est très très élevé aussi. 50% de taux de chômage en Grèce, etc. Enfin, c'était une situation économique très difficile. Ça s'est transformé en crise sociale et maintenant en politique. L'effet de domino est assez classique. Et vous avez vu la montée des populismes. Les intervenants, les agents économiques trouvent que c'est insupportable, qu'il faut une sorte de New Deal. Le New Deal, c'est pas juste les bus pour tous, le mariage pour tous. Il faut vraiment des mesures structurelles pour relancer l'économie et faire diminuer le taux de chômage. Et donc, c'est populisme en Espagne, en Italie, en Grèce et aussi en Angleterre et aux États-Unis. On a ce mouvement. Est-ce que pour autant le système est menacé? Parce que tous se présentent, vous le disiez, en Grèce, Tsipras, au Royaume-Uni avec le Brexit, Trump aujourd'hui aux États-Unis, tous se présentent comme étant les candidats de l'anti-système, anti-establishment. Quand ils arrivent au pouvoir, est-ce qu'ils sont autant anti-système que quand ils étaient en campagne? Alors vous avez tout à fait raison d'insister sur ce point. L'ensemble des anti-systèmes ou des révolutionnaires, la plupart du temps, ont mis de l'eau dans leur vin ou la piscine dans le dé à coudre. Ils ont carrément diminué fortement les promesses qui avaient été justement annoncées pendant la campagne. On peut tout dire et n'importe quoi pendant la campagne, mais une fois qu'on arrive au pouvoir, la nécessité fait loi. On fait attention de ne pas casser la machine. Donc Tsipras a suivi la Commission européenne et la Troïka. Boris Johnson est revenu dans le gouvernement et a suivi Theresa May et négocié. Et Trump est obligé, là encore, de mettre son poing dans la poche et de accepter un petit peu l'institution, le poids de l'institution. Il fait attention vis-à-vis des mesures protectionnistes, des relations internationales, de Medicare, Obamacare, etc. Donc tout ça va être dilué fortement. Avec souvent une pression du marché. Enfin, c'est quand même ce qu'il faut constater. Hein. C'est ce qui souvent les fait rentrer dans le rang. Ces candidats de l'antisystème, c'est la pression que leur met le marché. Hein. Oui, on a une économie américaine qui est fortement dépendante, qui est très endettée, qui dépend en fait des placements de sa dette auprès de l'étranger, de la Chine en particulier, donc il peut pas faire tout et n'importe quoi. Vous remarquerez aussi que la plupart du temps, les spécialistes, les représentants de l'anti-système sont la caricature du système, hein, c'est-à-dire que Nigel Farage n'est ni plus ni moins qu'un trader, un ancien trader à la City. Boris Johnson, c'est le descendant de George II et il a fait ses études à Eton et à Oxford. Macron en France, Le Pen est héritier avec un château à Saint-Cloud et Trump, il vient pas de nulle part non plus. Oui. Donc c'est assez rigolo de voir que les représentants de l'antisystème sont la caricature du système. Néanmoins, ces gens-là représentent quand même une nouvelle donne pour le marché et pour les investisseurs, Jean-François. Tout à fait. Donc ça a des implications. Même si à court terme, ils font attention de ne pas casser la machine, petit à petit, on a quand même des mesures qui, à long terme, vont peser. C'est-à-dire que c'est un retour des États-nations. C'est plutôt une négociation, pas États-Unis contre l'Europe, mais États-Unis contre la Russie, la Turquie, l'Angleterre, la France, l'Allemagne. Donc c'est chaque État-nation qui se débrouille, avec donc à la tête des hommes forts ou des femmes fortes comme Theresa May qui doivent négocier un petit peu de manière bilatérale. Et donc ça a des impacts parce qu'une politique populiste, c'est plutôt des relances, plutôt des baisses d'impôts, plutôt des mesures en faveur du consommateur et des électeurs, forcément une hausse des salaires. Et on voit un petit peu l'effet domino se mettre en place aux États-Unis, des mesures qui provoquent plutôt une hausse des taux, des mesures qui provoquent plutôt une hausse de l'inflation et qui seront donc à terme plutôt négatives pour
négatif pour les marchés obligataires. On a vu les marchés, s'ils ne sont pas trompés à court terme, on se dépêche de sortir et c'est forcément fast and furious, c'est très violent puisqu'on a déjà évoqué que les liquidités sont tellement importantes à injecter notamment par les banques centrales que ça se déplace fortement. Et donc aujourd'hui, ça se retire en tout cas des marchés obligataires, ça s'investit un petit peu sur les marchés actions. On a vu un marché action qui, sur les États-Unis, a eu des performances historiquement élevées sur les 5 dernières années. Voilà. Et je pense que les marchés, du coup, naviguent un peu à vue. C'est-à-dire qu'on est assez pragmatique et on suit, j'allais dire, un petit peu les déclarations. Quelqu'un comme Trump, à la limite, il est dans le rang, il a une posture institutionnelle, c'est tant mieux. Peut-être que demain, on aura une politique ou des déclarations un petit peu moins, un peu plus irresponsables ou un peu moins institutionnelles, et on verra le marché un petit peu corrigé. Ouais, donc, comme le Brexit, parce qu'on a déjà quelques mois de recul, on va dire, sur le vote britannique, les déclarations des uns et des autres, les postures des uns et des autres vont pouvoir amener de la volatilité encore là autour du sujet Trump, qui est évidemment un sujet qui ne fait que commencer là. Voilà, alors au niveau international et européen, par exemple, plus proche de nous, on va avoir un effet domino qui va se poursuivre, puisqu'on a en tête des élections en Italie, en France, en Allemagne, et donc on se dit voilà, le mouvement populiste qui a été annoncé et poursuivi par Trump va arriver. Vous n'êtes pas sans savoir que les taux 10 ans italiens ont fortement augmenté ces derniers jours, donc ça s'est fait sur l'Italie et sur la France, on est à 0,85% ou 0,80 sur le 10 ans français, mais en Italie c'est passé de 1,40 à 2,20 et au Portugal on doit être à 3,60, donc on voit que les tensions, les marchés testent cette solidarité européenne, zone euro, et réattaquent les pays périphériques. Donc l'Europe est quand même fragilisée dans cet environnement de montée des populismes, des migrants, du terrorisme, de l'endettement. On est quand même un animal, j'ai un peu blessé. Donc les marchés en profitent et testent les marchés européens. Et puis d'un autre côté, on a aussi cette montée des populismes qui touche le marché américain, qui reste quand même le marché directeur. Et donc on va voir les effets. Je pense que dans une montée des populismes, les marchés reviennent un petit peu aux fondamentaux avec les marchés directeurs, que sont les marchés de taux. On le voit. Je rappelle que la Chine détient énormément de dettes, donc il va y avoir une sorte de guerre économique et stratégique sur les taux. C'est intéressant parce qu'ils se sont parlé, Donald Trump et Xi Jinping, assez rapidement après l'élection de Donald Trump. Et voilà, alors discussion tout à fait cordiale, bien sûr. Xi Jinping, le président chinois, a félicité Donald Trump pour sa victoire. Il ajoute juste, le président chinois, que la coopération entre la Chine et les États-Unis, c'est le seul choix correct. Je ne sais pas s'il faut y voir une menace déguisée. En tout cas, voilà, pour lui, il n'y a pas d'autre option. Et vous le disiez, ce sont les premiers créanciers des États-Unis aujourd'hui, les Chinois. Donc ils ont quand même un pouvoir de négociation important. Donc on a une sorte de guerre économique, c'est-à-dire qui va se faire indirectement sur les marchés financiers, à n'en pas douter. Les taux d'intérêt, vous signalez que la Chine menace un petit peu, montre ses armes, c'est-à-dire les réserves de change investies dans les bons du Trésor américain. Les devises, le dollar et l'évolution du dollar, on se souvient que le Brexit, c'était plutôt en défaveur de la livre sterling. Les matières premières, le pétrole va devenir stratégique, avec la Russie en tête notamment. Et puis les marchés actions, c'est-à-dire qu'on a vu l'Allemagne interdire, arrêter les Chinois sur le rachat d'une entreprise technologique et industrielle allemande. Donc ça va être aussi une arme qui va être utilisée par les différents pays. On espère que ça restera une guerre économique, bien évidemment, mais c'est des éléments à intégrer. Alors je pense que dans cet échiquier, les taux et les devises sont clairement directeurs. Ouais. Les marchés actions seront un peu suiveurs, c'est sûr. On a vu que la caisse de résonance, effectivement, de tous ces mouvements, cette montée des populismes, se faisait avant tout à travers les devises. On l'avait déjà très bien vu après le Brexit et on le voit encore sur le dollar qui, lui, à l'inverse, se renforce très fortement face à un certain nombre de devises, face à l'euro notamment, puisqu'on est quasiment sur un dollar qui est au plus haut de l'année face à plusieurs devises. Juste un mot quand même de voir ces tensions sur les taux et cette correction des marchés obligataires. Comment peuvent réagir ou quelle lecture est-ce que les banques centrales vont faire de ces mouvements, à commencer par la Fed qui se réunit début décembre, Jean-François ?
Alors là, il y a deux possibilités. Soit c'est une caisse de résonance avec une Fed qui va avoir tendance à accélérer la hausse des taux prévus, puisque Janet Yellen n'est pas forcément une pro-Trump. Et on a aussi des déclarations sur tiens, le changement à la tête de la Fed se mettra en place en 2018. C'est-à-dire que Trump a toutes les cartes en main, le Sénat, le Congrès, etc., sauf la Fed. Donc il y a peut-être cette guerre, j'allais dire, interne qui peut se matérialiser. Ou alors être plutôt pro-Trump en évitant un tapering, une hausse des taux trop rapide pour pas casser la machine. Maintenir des coûts de financement acceptables, on va dire, pour les États-Unis, pour permettre à Trump peut-être effectivement de mettre en place cette politique budgétaire expansionniste. Ouais, voilà. Donc je pense que elle va garder une politique un petit peu pragmatique, et c'est pour ça que nous on conserve un biais très prudent sur les taux d'intérêt. On avait déjà parlé ensemble, on dit attention pour les investisseurs, vu en fait les niveaux des taux qui étaient très bas, d'éviter en fait de se positionner sur les taux d'intérêt, conserver une diversification avec une certaine asymétrie. On est vraiment dans un environnement où on navigue à vue, et plus que jamais. Donc on reste investi, on reste sur un positionnement assez international, assez actif. On en a profité. Donc tout ça donne des performances intéressantes. On va commencer à prendre un petit peu ses gains. Il faut savoir prendre ses gains assez tôt. Pourquoi ? Parce que sur les actions américaines et sur les actions émergentes notamment, ça a été très vite. Ça a été peut-être un peu trop vite. Donc il n'est pas idiot en cette fin d'année de commencer à prendre un petit peu ses gains sur ces marchés qui sont sur des niveaux historiquement élevés. Sachant que les marchés effectivement basculent souvent d'un excès à l'autre. Donc attention, on pourrait avoir aussi des mouvements excessifs par rapport aux tendances qu'on observe depuis